Le congrès Solvay suivant, en 1933, fut consacré au problème de la structure et des propriétés des noyaux atomiques. Dans ce domaine venaient d'être accomplis de grands progrès dus aussi bien à des découvertes expérimentales qu'à de nouveaux succès de la mécanique quantique. À peine est-il besoin de rappeler à cette occasion que ce sont justement les résultats de l'étude des réactions nucléaires artificielles qui donnent la preuve la plus directe de la loi fondamentale d'Einstein sur l'équivalence entre masse et énergie, loi qui devait se révéler chaque jour plus importante pour guider nos recherches en physique nucléaire. Notons encore à quel point l'intuition qu'avait eue Einstein d'une relation intime entre la loi des transformations radioactives et les règles de probabilité gouvernant les effets de rayonnement individuel fut confirmée par l'explication quantique des désintégrations nucléaires spontanées. En effet, nous avons affaire ici à un exemple typique du mode de description statistique et la relation de complémentarité entre la conservation de l'énergie impulsion et le repérage dans l'espace-temps est révélée de façon frappante par le paradoxe bien connu du passage des particules à travers les barrières de potentiel. Einstein n'assista pas lui-même à ce congrès. Celui-ci eut lieu à une époque assombrie par l'évolution tragique du monde politique, qui devait avoir sur son destin une si profonde influence et tant alourdir les tâches qu'il avait entreprises au service de l'humanité. Quelques mois plus tôt, cependant, lors d'une visite à Princeton, où Einstein était alors l'hôte de l'Institute for Advanced Studies, qui venait d'être fondé et auquel il devait peu de temps après devenir attaché de façon permanente, j'avais eu l'occasion de reparler avec lui des aspects épistémologiques de la physique atomique. Mais la différence entre nos points de vue et notre langage avait encore fait obstacle à une entière compréhension mutuelle. Jusqu'alors, peu de personnes relativement avaient pris part aux discussions rapportées dans cet article, mais bientôt l'attitude critique d'Einstein en face des idées de la théorie quantique, qui avait été adoptée par tant de physiciens, fut portée à l'attention publique par un article intitulé « La description de la réalité physique par la mécanique quantique peut-elle être considérée comme complète ?» et publié en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen. L'argumentation de cet article est fondée sur un critère ainsi formulé. Si, sans perturber en aucune façon un système donné, nous pouvons prédire avec certitude, c'est-à-dire avec une probabilité égale à l'unité, la valeur d'une quantité physique, il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité. Considérant ensuite un système constitué de deux parties qui ont agi l'une sur l'autre pendant un temps limité, les auteurs exposent avec élégance la description qu'en fait la mécanique quantique et les conséquences qui en résultent. Puis, ils en déduisent que diverses grandeurs, auxquelles on ne peut donner de valeur déterminée dans la description de l'un des systèmes partiels, peuvent néanmoins être prédites par des mesures effectuées sur l'autre système. Appliquant alors leurs critères, les auteurs ont conclu que la mécanique quantique ne fournit pas une description complète de la réalité physique, et ils expriment leur croyance qu'il serait possible de développer une représentation plus adéquate des phénomènes. Étant donné la lucidité et le caractère incontestable en apparence de leur argumentation, l'article Einstein, Podolsky et Rosen créa un remous parmi les physiciens et son rôle dans la discussion philosophique générale fut très grand. Le débat est assurément d'un caractère très subtil et permet de souligner combien nous avons dépassé en physique atomique le domaine accessible aux représentations intuitives. On verra cependant que nous avons affaire ici à des problèmes de même type exactement qu'Einstein avait soulevé pendant les discussions précédentes. Dans un article qui parut quelques mois plus tard, j'ai essayé de montrer que du point de vue de la complémentarité, les contradictions apparentes tombaient complètement. Le fond de l'argumentation était en substance celui qui a été exposé dans les pages précédentes. Que l'on me permette, pour bien rappeler les discussions de ce temps-là, de citer quelques passages de mon article. Voici ce que j'écrivais, après avoir rappelé les conclusions qu'Einstein, Podolsky et Rosen avaient déduites de leurs critères. Une telle argumentation, cependant, ne semble guère apte à remettre en question la validité de la description par la mécanique quantique, car celle-ci est fondée sur un formalisme mathématique cohérent qui comprend automatiquement tout procédé de mesure tel que ceux en question. La contradiction apparente révèle seulement que le point de vue habituel de la philosophie naturelle est essentiellement inadéquat pour représenter rationnellement les phénomènes physiques du type que nous rencontrons en mécanique quantique. L'interaction finie entre l'objet et les instruments de mesure, conséquence immédiate de l'existence du quantum d'action, entraîne, parce qu'il est impossible de contrôler la réaction de l'objet sur les appareils, la nécessité de renoncer définitivement à l'idéal classique de causalité et de réviser de fond en comble notre attitude en face du problème de la réalité physique. En fait, comme nous le verrons, un critère de réalité tel que celui des auteurs contient, quelque prudent que puisse paraître son énoncé, une ambiguïté essentielle lorsqu'il est appliqué au problème actuel qui nous intéresse ici.
En ce qui concerne le problème particulier traité par Einstein, Podolsky et Rosen, je montrai ensuite que dans la représentation de l'état d'un système constitué de deux objets atomiques en interaction mutuelle, les conséquences du formalisme correspondaient aux arguments simples évoqués plus haut lors de la discussion des montages expérimentaux adaptés à l'étude de phénomènes complémentaires. En effet, bien que toute paire Q et P de variables conjuguées d'espace et d'impulsion obéissent à la règle de multiplication non commutative et ne puissent par conséquent être fixées qu'après des incertitudes réciproques, la différence Q1 moins Q2 des deux coordonnées d'espace rapportant aux constituants du système commutera avec la somme P1 plus P2 des composantes d'impulsion correspondantes, comme il résulte directement de la commutativité. Si nous prenons pour les deux parties du système une particule et un diaphragme comme ceux de la figure précédente, nous voyons que les possibilités de spécification de l'état de la particule par des mesures faites sur le diaphragme correspondent justement à la situation décrite, et non discutées plus en détail. Il a été signalé alors qu'après le passage de la particule à travers le diaphragme, on avait encore en principe le choix de mesurer soit sa position, soit son impulsion, et de faire dans chaque cas des prédictions relatives à des observations ultérieures sur la particule. Comme on l'a souligné à plusieurs reprises, le point essentiel est ici que des mesures de ce genre exigent des dispositifs expérimentaux qui s'excluent mutuellement. L'argumentation de l'article fut résumée dans le passage suivant. De notre point de vue, nous voyons maintenant que l'énoncé du critère de réalité physique proposé par Einstein, Podolsky et Rosen contient une ambiguïté relative au sens de l'expression, sans perturber le système en aucune façon. Évidemment, il n'est pas question dans un tel cas d'une perturbation mécanique du système étudié pendant le dernier stade critique du processus de mesure. Mais, même à ce stade, la question essentielle est celle d'une influence sur les conditions mêmes qui définissent les types possibles de prédictions relatives au comportement futur du système. Comme ces conditions constituent un élément inhérent à la description de tout phénomène auquel le terme de réalité physique peut être attaché à juste titre, nous voyons que l'argumentation des auteurs ne leur donne pas le droit de conclure que la description par la mécanique quantique est essentiellement incomplète. Au contraire, cette description, comme il ressort de la discussion précédente, peut être caractérisée comme une utilisation rationnelle de toutes les possibilités d'une interprétation non ambiguë des mesures qui soient compatibles en théorie quantique avec l'interaction finie et incontrôlable entre objet et instrument de mesure. En fait, c'est seulement parce que deux dispositifs expérimentaux quelconques permettant de définir sans ambiguïté des grandeurs physiques complémentaires s'excluent mutuellement qu'il y a place pour de nouvelles lois physiques dont la coexistence pourrait à première vue paraître inconciliable avec les principes fondamentaux de la science. C'est justement cette situation entièrement nouvelle dans la description des phénomènes physiques que la notion de complémentarité cherche à préciser. En relisant ces passages, je suis profondément conscient de leur gaucherie d'expression qui doit avoir rendu difficile à suivre l'enchaînement de l'argumentation. Celle-ci avait pour but de faire ressortir l'ambiguïté essentielle qui naît du fait même que l'on attache des attributs physiques à des objets appliqués dans des phénomènes qui ne permettent aucune distinction nette entre le comportement propre de ces objets et leur interaction avec les instruments de mesure. J'espère cependant que le présent compte rendu des discussions que nous avons eues avec Einstein au cours des années passées et qui contribuèrent tant à nous familiariser avec la situation en physique, peut donner une impression plus claire de la nécessité d'une révision radicale de nos principes fondamentaux d'explication physique si nous voulons restaurer l'ordre logique dans ce domaine de l'expérience. Les propres vues d'Einstein à cette époque sont exposées dans un article Physique et réalité publié en 1936 au Journal of the Franklin Institute. Partant d'un exposé lumineux du développement graduel des principes fondamentaux dans les théories de la physique classique et de leur relation avec le problème de la réalité physique, Einstein affirme que le formalisme quantique doit être simplement considéré comme un moyen de décrire le comportement statistique d'un grand nombre de systèmes atomiques. Son attitude en face de ceux qui pensent qu'il puisse offrir une description exhaustive des phénomènes individuels s'exprime dans la phrase suivante. Cette croissance est logiquement possible sans contradiction, mais elle est si contraire à mon instinct scientifique que je ne puis abandonner la recherche d'un système plus complet de concepts. Même si une telle attitude peut sembler bien équilibrée en soi, elle implique néanmoins le rejet de toute argumentation qui vient d'être exposée et qui tente à montrer que la mécanique quantique ne nous propose pas de renoncer arbitrairement à une analyse détaillée des phénomènes atomiques, mais de reconnaître qu'une telle analyse est exclue par principe. L'individualité particulière au phénomène atomique nous place, lorsqu'il s'agit de comprendre une expérience bien définie, devant une situation toute nouvelle, insoupçonnée en physique classique et inconciliable avec les idées habituelles qui nous servent à nous orienter et nous adapter à l'expérience courante. C'est en ce sens que la mécanique quantique a exigé que l'on révisât encore une fois les bases sur lesquelles repose l'usage non ambigu
des concepts élémentaires, nouvelle étape de l'évolution qui, depuis l'avènement de la théorie de la relativité, a été si caractéristique de la science moderne. Dans les années suivantes, les aspects plutôt philosophiques de la situation en physique atomique éveillèrent l'intérêt de cercles toujours plus étendus. Ils furent discutés en particulier au second congrès international pour l'unité de la science à Copenhague en juillet 1936. Dans une conférence faite à cette occasion, j'essayais notamment de souligner l'analogie qui existe du point de vue épistémologique entre les limitations imposées à la description causale en physique atomique et les situations que l'on rencontre dans d'autres domaines de la connaissance. Un des principaux buts de tels parallèles était d'appeler l'attention sur le fait que nous nous trouvons en de nombreux domaines d'un intérêt humain général devant la nécessité de faire face à des problèmes d'un type semblable à ceux qui s'étaient présentés en théorie quantique. On pouvait donner ainsi une base plus étendue au langage extravagant en apparence que les physiciens avaient développé pour venir à bout de leurs difficultés aiguës. Nous avons déjà parlé des caractères de complémentarité qui apparaissent en psychologie. On peut trouver des exemples de relations analogues en biologie, notamment dans la comparaison entre les points de vue mécanistes et vitalistes. C'est justement à propos du problème de l'observation que cette dernière question avait été le sujet d'une communication au Congrès international de la thérapeutique de la lumière tenu à Copenhague en 1932. Il y était indiqué, entre autres, que le parallélisme psychophysique lui-même, tel qu'il fut envisagé par Leibniz et Spinoza, a vu son cadre s'élargir par suite du développement de la physique atomique, qui nous a forcés, en face du problème de l'explication, à prendre une attitude rappelant celle de la sagesse antique. Ne jamais oublier, en cherchant l'harmonie dans la vie, que le drame de l'existence, nous sommes à la fois acteurs et spectateurs. Des affirmations de ce genre évoqueraient naturellement, pour bien des gens, l'impression d'un mysticisme sous-jacent étranger à l'esprit de la science. C'est pourquoi j'essayais en 1936, au congrès dont j'ai parlé plus haut, de dissiper ces malentendus et d'expliquer qu'il s'agissait uniquement d'un effort pour énoncer clairement les conditions qui permettent, dans chaque domaine de la connaissance, l'analyse et la synthèse de l'expérience. Et pourtant, je crains de n'avoir guère réussi à convaincre mes auditeurs. Les dissentiments entre les physiciens eux-mêmes étaient naturellement pour eux une cause de scepticisme devant la nécessité d'aller si loin dans le renoncement aux exigences habituelles de l'explication des phénomènes naturels. Dans une nouvelle discussion avec Einstein à Princeton en 1937, nous nous bornâmes à un débat humoristique sur le parti qu'eût pris Spinoza s'il avait assez vécu pour assister à notre évolution actuelle. Mais cette discussion me rappela quelles précautions extrêmes sont nécessaires dans toutes les questions de terminologie et de dialectique. Ces aspects de la situation furent discutés largement à un congrès tenu à Varsovie en 1938 et organisé par l'Institut international de coopération intellectuelle de la Société des Nations. Pendant les années précédentes, la physique quantique avait fait de grands progrès. Grâce à un certain nombre de découvertes fondamentales sur la constitution et les propriétés des noyaux atomiques et à un développement important du formalisme mathématique, qui parvinrent à tenir compte des conditions imposées par la théorie de la relativité. Sous ce dernier rapport, la géniale théorie quantique de l'électron de Dirac illustrait de manière frappante la puissance et la fertilité du mode de prescription générale de la mécanique quantique. Les phénomènes de création et d'annihilation des paires d'électrons nous mettaient en présence de nouvelles propriétés fondamentales de l'atomisme, propriétés intimement liées aux aspects non classiques de la statistique quantique qui sont exprimés par le principe d'exclusion et nous obligeaient à renoncer plus formellement encore à toute explication par des représentations intuitives. Dans l'intervalle, la discussion sur les problèmes épistémologiques de la physique atomique attirèrent plus d'attention que jamais et en commentant les idées d'Einstein sur le caractère incomplet du mode de description quantique, j'entrais plus directement dans les questions de terminologie. À ce propos, je mis tout particulièrement en garde contre des phrases que l'on rencontre souvent dans la littérature physique comme « perturber les phénomènes par l'observation » ou « créer par la mesure des attributs physiques des objets atomiques ». Ces tournures, qui peuvent servir à rappeler les paradoxes apparents de la théorie quantique, sont aptes en même temps à créer la confusion car des mots tels que phénomène et observation, aussi bien qu'attributs et mesures, sont utilisés d'une façon difficilement compatible avec le langage ordinaire et leur définition pratique. Comme mode d'expression mieux approprié, je proposais que le mot phénomène s'applique exclusivement quand on se réfère à des observations obtenues dans des circonstances spécifiques, y compris la description de tout le dispositif expérimental. Dans une telle terminologie, le problème de l'observation ne présente aucune complexité particulière puisque dans les expériences réelles, toutes les observations sont exprimées par des propositions sans ambiguïté se référant par exemple à l'enregistrement du point d'impact d'un électron sur une plaque photographique. De plus, ce langage permet justement de souligner que l'interprétation physique appropriée
du formalisme symbolique de la mécanique quantique se réduit à des prédictions de caractère déterminé ou statistique relatives à des phénomènes individuels qui apparaissent dans des conditions définies par les concepts de la physique classique. Quelles que soient les différences entre les problèmes physiques qui ont conduit au développement de la théorie de la relativité et de la théorie quantique, une comparaison des aspects purement logiques des raisonnements relativistes et complémentaires révèle des similitudes frappantes en ce qu'ils renoncent à donner une signification absolue aux attributs physiques conventionnels des objets. De même, le fait de négliger la constitution atomique des instruments de mesure eux-mêmes dans la description d'une expérience réelle est caractéristique de l'application de la relativité aussi bien que de la théorie quantique. Ainsi, la petitesse du quantum d'action par rapport aux actions mises en jeu dans les observations usuelles, y compris l'arrangement et le maniement des appareils physiques, est aussi essentielle en physique atomique que l'est en théorie générale de la relativité, l'immensité du nombre des atomes qui composent l'univers. Comme on le sait, en effet, cette théorie exige que les dimensions des appareils de mesure d'angle puissent être rendues petites comparativement aux rayons de courbure de l'espace. Dans ma conférence de Varsovie, je commentais de la manière suivante l'usage que font la relativité et la théorie quantique d'un symbolisme auquel on ne peut correspondre directement aucune représentation intuitive. Les formalismes eux-mêmes, qui pour chacune de ces théories dans leur domaine propre offrent les moyens adéquats d'embrasser toutes les expériences concevables, présentent des analogies profondes. En effet, l'étonnante simplicité des généralisations de théories physiques classiques qui sont obtenues respectivement par l'usage de la géométrie multidimensionnelle et de l'algèbre non commutative repose essentiellement dans les deux cas sur l'introduction du symbole conventionnel racine carrée de -1. De fait, le caractère abstrait de ces formalismes, et si on l'examine de plus près, aussi typique de la théorie de la relativité que de la mécanique quantique, et c'est sous ce rapport simple affaire de tradition si l'on considère la première théorie comme complément de la physique classique et non comme première étape décisive dans la révision profonde imposée par les progrès récents en physique des moyens conceptuels qui nous servent à comparer nos observations. Il est certes vrai qu'en physique atomique, nous nous trouvons en face d'un certain nombre de problèmes fondamentaux non résolus, particulièrement en ce qui concerne la relation intime entre l'unité élémentaire de charge électrique et le quantum universel d'action. Mais ces problèmes ne sont pas plus étroitement liés au point d'épistémologie discuté ici que ne l'est la légitimité de l'argumentation relativiste dans les problèmes non résolus de cosmologie. En relativité, comme en théorie quantique, nous avons affaire à des aspects nouveaux de l'analyse et de la synthèse scientifique. Et il est intéressant de noter de ce point de vue que, même à la grande époque de la philosophie critique au siècle dernier, il a été question uniquement de savoir jusqu'à quel point des arguments a priori pouvaient justifier la coordination dans l'espace-temps et la connexion causale des faits d'expérience. Jamais on ne s'est occupé d'une généralisation rationnelle ni d'une limitation intrinsèque de ces catégories de la pensée humaine. Bien que récemment j'ai eu plusieurs occasions de rencontrer Einstein, les discussions continues dont j'ai toujours tiré une impulsion nouvelle ne nous ont pas jusqu'ici conduit à un point de vue commun sur les problèmes épistémologiques de la physique atomique. L'opposition de nos conceptions se manifeste peut-être plus clairement dans un numéro récent de Dialectica, qui contient une discussion générale de ces problèmes. Conscient de tout ce qui s'oppose à un accord mutuel et en une matière où notre mode d'approche et notre fond personnel ont tant d'influence sur notre attitude, j'accueillis avec joie cette occasion d'exposer plus largement le développement qui, à mon avis, a permis de surmonter une véritable crise de la physique. L'enseignement que nous en avons reçu semble nous avoir fait faire un pas décisif dans le combat sans fin pour l'harmonie entre le contenu et la forme. Il nous a appris une fois de plus qu'aucun contenu n'est saisissable sans un cadre formel et que toute forme, quelle n'eût été jusqu'alors son utilité, peut se montrer trop étroite pour embrasser de nouveaux faits d'expérience.